C'est important de réaffirmer haut et fort ce principe de liberté qui, par beaucoup de biais, notamment d'un projet de loi absolument exécrable, d'un régime totalitaire, que le projet de loi 3714 de bioéthique, dont on a. Alors ça, c'est pas celui-là, c'est celui sur de Castex. Alors il y a effectivement il y a beaucoup de projets de loi en cours. Il y a le projet de loi de bioéthique qui fait véritablement une rupture dans, alors pour dire des gros mots, anthropologiques, c'est-à-dire vraiment une cassure complète dans notre relation à l'humain. Et puis, au niveau de notre démocratie, ce projet de loi numéro 3714 qui a été déposé le 21 décembre, dont personne n'a parlé, mais qui menace très grandement notre liberté individuelle. Donc liberté, oh chérie, oh oui, liberté. Je trouve que c'est très important de venir sur des canaux. Après, le mot liberté ne peut pas être décliné comme la censure, puisque notre entretien, vous savez, a suscité l'intérêt d'autres canaux que je lisais jusqu'alors avec grand intérêt, qui étaient Libération, et qui en fait n'ont pas jugé bon, enfin qui ont fait une interview, qui ont fait un check, comment ils appellent ça, les check news, un fact-checking de tout ce qu'on avait dit. Et puis lorsque mes arguments sont venus un petit peu trop convaincants, n'ont jamais jugé bon de publier ni cet entretien, ni ce fact-checking, mais je pense qu'il sera en dessous de notre émission et on pourra le partager parce que c'est important voilà, c'est un travail que j'ai fait de répondre à un interview. C'est vraiment dommage de ne pas le publier. Donc dans cette libérons la parole dans la mesure du possible. Alors depuis qu'on s'est vu, Alexandra Orion-Caude, évidemment beaucoup de choses ont évolué. On a le sentiment de plus en plus que le débat a été confisqué. Vous venez de nous donner un exemple finalement avec cette interview qui n'a pas été publiée parce que visiblement vous apportiez trop de réponses aux questions qui étaient soulevées. Est-ce que vous, en tant que scientifique, vous avez le sentiment que le débat scientifique justement bat son plein en ce moment ? Le débat scientifique, le débat scientifique, la science est tendue comme d'habitude et bien mobilisée, c'est-à-dire tous les scientifiques. J'ai des discussions absolument passionnantes parce que il nous a été donné de regarder les choses de façon différente, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on a, c'est des expériences en temps réel, à taille réelle, c'est-à-dire des essais cliniques massifs, gigantesques sur des populations entières, avec des essais, vraiment des essais de mesures qui n'avaient jamais été faites. Alors, on en a un cortège invraisemblable, que ce soit confinement, masque, vaccin, donc toutes ces données qu'on est en train de mettre à taille réelle des populations. Mais ça, c'est dans la sphère strictement scientifique, donc parce que finalement, dans la sphère scientifique, publique, c'est incroyable. Voilà, du coup, il faut être extrêmement prudent, extrêmement mesuré, reprendre les choses, recouper à plusieurs, à de très nombreux. Donc, on s'organise avec des réseaux scientifiques internationaux beaucoup plus réactifs que sont les congrès d'habitude, qui sont un exercice de style très encadré et qui permettent d'échanger beaucoup de données au niveau mondial, parce qu'il se passe à peu près la même chose dans tous les pays avec un temps un petit peu décalé. Donc voilà. Mais alors vous êtes beaucoup de confrères à travailler parfois sur les mêmes sujets, néanmoins on voit que on a le sentiment, du moins, que dans le débat public, ce ne sont pas ces scientifiques-là qui sont forcément amenés à parler. Est-ce que oui. Alors tout le monde a le même courage ou est-ce que tout le monde a le même accès ? Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est le tip of the iceberg, le sommet de l'iceberg qu'on voit et qui monopolise la parole, qui ne laisse pas les gens parler. Et pourtant, j'ai eu la joie d'être interviewée par Monsieur Morandini, par Madame Mabrouk, qui a au moins le même professionnalisme que vous. C'est assez agréable d'être avec des journalistes qui ne sont pas là en train de vous exprimer ce qu'ils pensent ou
pense pas, mais qui vous challenge pour que vous accouchiez de ce que vous pensez ou de ce que vous savez, parce que finalement, ce que je pense, tout le monde s'en fiche, et c'est Dieu merci, parce que c'est bien que ce soit comme ça. Et je pense que si vous me faites venir en tant que scientifique, c'est plutôt pour mes connaissances et non pas pour savoir ce que je pense. Bien sûr, pas pour vos opinions. Voilà. Donc, le problème, c'est que j'ai su visiblement me comporter, parce qu'on a eu des échanges très, très courtois avec des gens qui n'étaient pas d'accord. Donc ça, c'était formidable. Il y avait enfin des débats. Eh bien non. Finalement, il n'y a pas de réinvitation, il n'y a jamais de suivi, il se passe rien. Donc c'est quand même très, très, très troublant de voir, parce que des experts sur l'ARN, qui ont dédié vraiment toute leur recherche à l'ARN depuis 12 ans. Il n'y en a pas beaucoup en France, on est très peu. C'est curieux, finalement, il n'y en a pas un qu'on entende. J'en ai entendu un récemment, mais qui présentait, alors, qui est formidable dans la vulgarisation, mais qui présentait les choses, voilà, évidemment, pas totalement exactes pour certains aspects, mais c'est difficile. Hein, l'aspect de vulgarisation est éminemment difficile. C'est pour ça que je pense que c'est important qu'on source toujours tout ce qu'on dit. En général, tout ce que je dis est sourcé. Et alors, ça peut m'arriver de déraper, mais voilà. Donc tout cela pour dire que ce que les Français entendent est le sommet d'un iceberg, et que la partie immergée, qui est donc plus des 2/3, n'est-ce pas, est beaucoup plus vivante, beaucoup plus contrastée, beaucoup plus foisonnante, beaucoup plus créative que tout ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est véritablement du lavage de cerveau pour un certain nombre de mesures qui se suivent. Voilà, donc c'est malheureux, parce que d'ailleurs, je pense qu'ils le ressentent. Et c'est pour ça qu'il y a un malaise qu'ils ont tous, enfin qu'ils m'expriment, et en me disant mais il faut qu'on entende des voix dissonantes. Et puis après ils disent oui, mais en fait quand on vous entend, vous n'êtes jamais d'accord. Alors les scientifiques, heureusement, ne sont pas d'accord pour une bonne et simple raison, c'est que nul ne détient la vérité. Et ça, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des temps de compréhension à des temps donnés qui évoluent en permanence. Et donc, j'ai toujours commencé mes cours... Les données acquises de la science à un instant T. À un instant T. Et donc, dans l'état actuel des connaissances, voilà ce que nous pouvons dire. Et c'est toujours intéressant de le dire, parce qu'il y a la sagesse, la merveille du vivant et de l'intelligence animale, l'interaction avec les virus, les bactéries, etc., prouve qu'on a toujours besoin de beaucoup d'humilité. Alors on a vu qu'il y avait certains débats, en revanche, qui avaient bougé un petit peu. Alors quand on s'était vu, on avait évoqué cette question de l'origine du virus. On avait évoqué sans certitude la possibilité que ce soit issu d'une zoonose ou que, effectivement, ce soit un virus qui ait échappé à une manipulation humaine. C'était quelque chose qui était absolument interdit dans le débat. Cela, ça a un peu évolué. Oui, comme quoi on a un petit peu fait évoluer. Ça, j'ai remarqué à chaque fois que j'ai parlé, ça a un petit peu fait évoluer les choses. Voilà, des données sortent. Alors, par exemple, les données départementales, les données de l'origine du virus, un excellent exemple. Enfin, c'était vous et moi, on a reçu une volée de bois vert et en fait, on s'est aperçu que c'était parce que visiblement on touchait quelque chose qui dérangeait. Pourquoi il est dérangeant de se poser la question de l'origine du virus, qui est une question qui reste ouverte. Ce qui est amusant, c'est qu'il est dérangeant non pas d'apporter une réponse, puisque c'était pas ce que nous avions fait, mais il était dérangeant simplement de poser une question et de dire qu'à l'heure actuelle, et que je donne mon avis de généticienne, c'est-à-dire qu'effectivement je donnais quand même... Voilà, je disais à cette heure, nous n'avons pas les moyens d'avoir de certitude. Je vous redis la même chose aujourd'hui. Cependant, j'ai échangé avec de plus en plus de collègues et nous sommes de plus en plus à avoir des points de vue, alors ou de virologues, ou de généticiens, ou de biochimistes qui regardent le SARS-CoV-2 et qui disent
on dirait quelque chose, en tout cas c'est compatible avec une création de laboratoire. Ça pourrait être issu en tous les cas d'un laboratoire. Ça pourrait être issu de laboratoire. Donc du coup le CNRS, le journal du CNRS a publié un article et alors du coup ça a un petit peu rouvert le champ de ce fameux dogme de dire tous les scientifiques disent que, oui bon bah, vous en trouverez quelques-uns qui sont convaincus. Que seuls les complotistes considèrent que ce n'est pas le pangolin et la chauve-souris. Exactement. Alors voilà, donc ça c'était l'origine du virus. Il y a eu aussi, on avait traité, sur lequel on est tombé, on nous est tombé à bras raccourcis dessus, c'était... Vous aviez évoqué la question de la vaccination en Afrique du Sud. La vaccination en Afrique du Sud, donc évidemment qui était parfaitement documentée, qui était en cours à l'époque et qui est toujours en cours. Et ça, c'est intéressant, c'est que finalement, on nous est tombé à bras raccourcis sur le fait que les Sud-Africains, je le rappelle, se plaignaient et protestaient d'être traités comme des cobayes sur un essai vaccinal. Et c'est leur propre terme, hein, d'ailleurs. C'était leur propre terme. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien de Bloomberg et de Reuters en bas de la description. Ah oui, d'accord. Voilà. Même Africa News aussi, mais bref, je ne sais pas quel lien vous avez mis, mais voilà. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, en fait, nous sommes toujours dans un essai clinique et toute personne actuellement, sur quelque sol que ce soit, de quelque pays que ce soit, qui est vaccinée, répond par le vaccin Pfizer en cours. C'est un sujet de protocole biomédical. Pourquoi ? Parce que l'essai de Pfizer se terminera en 2022. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Ah, mais c'est-à-dire que c'est l'étude, elle a été protocolisée, donc dans le protocole, on dit que ça va durer un certain nombre de temps. Eh bien, ces temps, l'échéance vient en 2022. Donc d'ici là, toute personne qui finalement va se faire vacciner est un sujet qui se prête à être cobaye. Donc voilà, du coup, il faut juste le savoir. Alors évidemment, on va jouer sur les mots, parce qu'on va dire « Ah oui, mais l'État a donné une autorisation transitoire d'utilisation. » Mais là n'est pas le problème. Là, c'est du technocratique. Moi, je ne vous parle pas en technocratique, je vous parle en réel. Finalement, il y a un essai clinique en cours, il n'y a pas de réponse, et le fameux 95% d'efficacité est un chiffre intermédiaire pris sur un autre objectif que celui qui était destiné aux 2 ans, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc ils ont eu une dérogation pour le faire. Et donc l'objectif, je crois que c'était uniquement de réduire les cas sévères dans un premier temps. C'était ça, mais sauf que là, en l'occurrence, ça n'a pas été évalué. Parce qu'effectivement, pour le coup, on n'a pas. Il y a eu une forme de cas sévère qui a été rapportée dans le groupe vacciné, comme il y a eu des cas sévères rapportés dans le groupe non vacciné. Donc, quand j'entends dire ah oui, mais ça protège des formes sévères, ça n'est pas exact. D'ailleurs, ça n'avait pas le dessin expérimental du protocole n'a pas été fait dans un premier temps pour cela. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de malades Covid. Ça, c'est peut-être intéressant aussi de le dire. Alors justement, avant qu'on s'attarde sur le vaccin, parce que ça va être le plus important de cette émission, évidemment, peut-être un petit retour sur l'état de l'épidémie, tout simplement. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors, l'état de l'épidémie, nous sommes en début 2021. Il est temps de regarder les choses. Vers le futur. Non, les choses du passé. Qu'est-ce qu'on a eu ? Eh bien, nous avons colliger les données que nous avons réussi à récupérer de l'INSEE, parce que depuis elles ont disparu, depuis 1946. Donc je vous fais un cadeau en ce début d'année, c'est pour ça que j'ai mis ma jolie robe. Je suis venue avec des données que nous avons sorties et qui vous montrent finalement la mortalité depuis 1946. Alors vous avez différentes représentations, vous en avez une qu'on a faite annuel, donc finalement qui vous permet de voir la surmortalité qu'il y a eu cette année par rapport aux autres années depuis 1946. Et donc vous verrez qu'il y a eu une surmortalité cette année qui est... Avec 2 petits pics rapprochés. Alors oui, celle-là c'est une petite... La barre qui dépasse un petit peu à l'extrémité droite du graphe et qui montre que voilà, il y a eu une petite surmortalité. Alors maintenant, mais qui, si j'étais historienne, ne me semble pas justifier aucun des traumatismes qu'on a imposés à nos sociétés, aucun des Alors sacrifices moi, je vais faire qui ont été évidemment faits. l'avocat du diable, parce que je suis là pour ça aussi. Oui.
Est-ce qu'on ne peut pas considérer que la surmortalité a été contenue grâce aux mesures qui ont été prises, justement, et prendre le problème à l'envers? Si ça vous va, on répondra à cette question après, parce qu'effectivement, je pense que le volet des mesures mérite un chapitre entier. N'empêche que si vous prenez les données, là, vous voyez une petite mortalité, donc qu'elle ait été contenue par tel ou tel aspect. N'empêche que, ce qui est très intéressant, c'est que des voisins, pour ne pas les nommer les Allemands, l'Allemagne n'a pas vécu cette surmortalité. Il n'y a pas eu de surmortalité. Mais on nous explique aujourd'hui que c'est maintenant qu'il y a plus de cas en Allemagne. Oui, on nous explique, et c'est possible. Et ça, je peux vous expliquer aussi pourquoi par nos travaux. Alors, le deuxième aspect, c'est si on regarde mois par mois. Finalement, depuis 1946, on s'est amusé, entre guillemets, on s'est intéressé à rapporter donc, le nombre de morts, pour que tout le monde comprenne, rapporté à la population totale de l'époque, tous les mois, depuis 1946. Et vous voyez que voilà, on est dans des oscillations d'une amplitude qui semble assez comparable à celle qu'on peut avoir eue lors de ces dernières années. Et vous voyez que dans le temps, c'était bien plus dramatique, effectivement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour voir, pour faire un état des lieux, parce que je sens quand même beaucoup de panique dans la population. On a vraiment l'impression que c'est la fin du monde. Que c'est une certitude, et ça ne me semble pas exact si jamais on prend un point de vue, encore une fois, un petit peu de hauteur, et qu'on regarde l'état des lieux de ces deux courbes. Voilà. Alors, on revient sur ma question de tout à l'heure, si vous voulez bien, la question des impacts des mesures qui ont été prises. Effectivement, on peut considérer que cette surmortalité a été finalement réduite grâce aux mesures qui ont été prises. Oui. Alors, je répondrai par ce petit camembert que je vous montre là, et qui montre que la partie gauche et la partie droite du camembert, les 2/3 de la surmortalité sont survenus pendant les périodes de confinement. C'est logique. D'une certaine manière, parce qu'on confine au moment où il y a le plus de gens en service de réanimation. C'est logique, mais 2/3, c'est beaucoup quand même. Et c'est intéressant quand même de se dire que voilà, c'est factuel. Moi, à ce stade-là, je ne fais aucun commentaire que vous donnez les choses. Ce qui est quand même incroyable, c'est que finalement, lorsqu'on regarde, en fait, pour comprendre l'effet du confinement, on n'a pas les moyens si on regarde au niveau national. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas compris, et mes collègues n'ont pas compris. J'ai commencé un petit peu à penser qu'on pouvait comprendre lorsque j'ai vu le profil aux États-Unis, et que j'ai vu comme de façon séquentielle l'épidémie arriver, et donc provoquer un pic d'épidémie plus ou moins élevé. Les pics très élevés, c'est donc vraiment alpin, oserais-je dire, hein, puisque on est dans la période des sports d'hiver. Même s'il n'y a plus de remontée mécanique. Qui nous sont interdits. Et ça aussi, encore beaucoup d'interdits. Eh bien, ces pics ne sont survenus que dans les pays qui ont confiné. Les monts, on va dire, hein, les Jura, les Vosges. Alors, on n'a pas beaucoup d'exemples, mais on a l'exemple de la Suède, c'est-à-dire que le seul endroit où on a vu un pic différent, c'est-à-dire un pic qui ne ressemblait pas à un pic alpin, c'est en Suède. C'est-à-dire, c'est cette espèce de forme que nous avait dessinée le ministre de la Santé, M. Véran, en disant « c'est ça qu'on veut ». Alors, c'est ça qu'ils ont eu. C'est pas ça que nous avons eu. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder du coup département par département, parce qu'on voit ce qui se passe en temps réel. Et on voit qu'il y a eu, lorsqu'il y a eu un fort pic alpin épidémique, il ne se passe plus rien, ou un ricochet, comme un petit peu attendu, de fait que, et surtout c'est en général dans des grandes villes, il y a des petits cas qui surviennent, des sursauts, mais qui n'ont rien à voir en termes d'amplitude. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est qu'il n'y a eu aucun mort dans la région au moment du pic épidémique, et du coup, il y a un pic qui survient
qui est survenue en novembre-décembre. Donc ça, on le voit très nettement aussi, et c'est très intéressant parce qu'on se dit, bah, tiens, c'est étonnant parce qu'en fait, c'est leur premier pic épidémique, et évidemment, après, en chiffres, on dit c'est une deuxième vague. C'est une première vague, c'est toujours la première vague, et ses conséquences... Sauf qu'elle n'intervient pas au même endroit et elle se comporte pas pareil en fonction des mesures. Et troisième cas d'école, et c'est peu de morts pendant le pic épidémique. On confine, il ne se passe donc plus rien, et puis après, il y a un rattrapage qui fait qu'on a une courbe en U. Et c'est les trois profils qui existent. Et on a voulu pousser un peu plus loin, du coup on a regardé dans différentes villes du monde entier. Et nous avons obtenu les mêmes observations, la même configuration. C'est-à-dire qu'il y a trois possibilités où le pic terrible est du coup plus grand-chose avec des petits soubresauts, mais vraiment rien. Rien du tout, et puis le grand pic, ou la courbe en U. Ça, c'est très intéressant. C'est malheureux qu'on ne soit passé par des mesures totalitaires pour accéder à ces données, parce que pour moi, le mot confinement n'est pas exact. Je crois que nous avons été assignés à résidence, et j'aime vraiment citer Camus, qui nous expliquait que mal nommer les choses, c'était ajouter du malheur au monde. Et je pense que ce que nous avons vécu dans cette crise, et que nous allons vivre si nous continuons sur cette mauvaise pente, c'est qu'à force de mal nommer les entités, de mal nommer les choses, nous ajoutons du malheur à nos concitoyens et au monde d'une façon générale. Donc, je me suis du coup perdue, je ne sais plus où je voulais en venir. Donc je vous ai parlé un petit peu au niveau de tous les pays, des différentes courbes, du fait que cette assignation à résidence, elle a montré que lorsqu'on mettait le couvercle, c'est un peu comme une bouillotte, une casserole qui bout, et bien si vous mettez le couvercle, c'était en l'occurrence le dit confinement, l'assignation à résidence, eh bien, il y a un débordement qui va se faire tôt ou tard. Et ça, c'est très intéressant, pour nous, pour moi qui ne connaissais pas ce phénomène, et on est nombreux, parce qu'on a vu que de toute façon, il y a un rattrapage. C'est-à-dire que le virus, c'est comme si le virus devait circuler. Et on se demande si c'est pas ce qui se passe en Slovénie, qui n'avait pas été touchée du tout jusqu'à présent, et là qui a vécu un pic épidémique. Donc ça c'est un aspect intéressant, parce que pour moi il amène à une chose incroyable, c'est de dire quelques conclusions de cela. La première, c'est que vous avez beau faire, la nature est plus forte, et ça c'est quand même ce qu'on sait depuis toujours. La deuxième chose, donc le virus devait circuler. La deuxième chose, c'est que cette notion d'immunité collective, alors on ne va pas jouer sur les mots, on va dire c'est quand même un phénomène qui fait que soit c'est l'immunité, soit c'est le virus qui devient moins méchant, mais de facto, une fois qu'il a bien circulé, eh bien la population n'est plus à risque. Et ça, c'est aussi une conclusion phénoménale de cet épisode d'avoir imposé une mesure totalitaire à notre pays. Alors j'aimerais qu'on revienne à présent sur la question des tests RT-PCR dont on a beaucoup parlé en France depuis le début de cette crise. Alors au début c'est parce que la France n'en avait pas, un peu comme les masques. Aujourd'hui on en a énormément et on a dorénavant quasi la conviction que les résultats ne sont pas toujours extrêmement fiables. Parfois on parle de plusieurs dizaines de pourcents de faux négatifs notamment. Alors est-ce qu'il existe des alternatives plus efficaces, premièrement? Et puis, est-ce que finalement, cette incertitude quant aux résultats n'a pas laissé s'infiltrer des convictions, notamment autour des asymptomatiques? Eh bien, vous ouvrez encore un mot qui a été mal nommé, c'est le mot cas. Parce que finalement, ces RT-PCR, elles reposent sur cette idée qu'à partir du moment où vous êtes PCR positif, vous êtes un cas. Et évidemment, ça. Je le savais que j'étais un cas. Oui, ça vous savez. Et c'est pour ça que je suis là. C'est un problème d'avoir mal nommé les choses. C'est un problème d'avoir attribué à une
technique, cette fameuse PCR, la capacité diagnostique qu'elle n'a pas, qu'elle n'a jamais eue, que le CDC avait d'ailleurs, le centre de maladies, après l'OMS, qui a été quand même, qui s'est imposé de son autorité dans le monde comme étant, voilà, un peu le parole d'évangile, eh bien, nous explique que ces tests PCR ne sont pas à visée diagnostique. Pourquoi ? Parce que pour la bonne et simple raison que si jamais je vous fais une PCR, à ce moment-là, il faut que je le séquence pour être sûr que j'ai bien amplifié ce que je pense avoir amplifié et que je vois d'ailleurs s'il est mutant, pas mutant et tout ce cortège d'observations qui n'a pas été fait. Donc, alors ça, je vous coupe parce que c'est très intéressant. On entend parler du séquençage génomique depuis peu de temps, notamment à cause des variants dont on entend parler, britanniques, sud-africains, etc. Mais vous m'expliquez, je crois, que le virus SARS-CoV-2 n'avait pas été isolé. Alors, il a été... Alors, il a dit être isolé. Les spécialistes, alors ça, je ne fais pas partie de cette catégorie de scientifiques, dont j'écoute ce qu'ils me disent, mais alors c'est quand même des pontes dont j'ai les emails, parce qu'on est en communication directe, expliquent qu'effectivement, l'isolation qui a été faite du virus est très critiquable, parce qu'elle ne suit pas le protocole de Koch. KOCH, comme le bacille, qui répond au fait à l'exigence que quand vous suspectez, vous avez un des nouveaux malades, vous suspectez qu'il y a un agent infectieux, et donc vous allez isoler cette soupe d'agents infectieux pour pouvoir voir si effectivement il porte sur un modèle animal, par exemple, en plus on savait lequel, hein, ça devait être forcément, je comprends pas que les Chinois ne l'aient pas fait, c'était forcément donc la chauve-souris et le pangolin qu'ils ont sous la main, et il fallait démontrer que cet agent infectieux était capable de provoquer il faut le faire à l'inverse pour revalider que ce soit bien le responsable. Et pour dire c'est lui le responsable. Bien et à ce moment-là, voilà, on regarde en microscopie électronique, etc., etc. Et donc effectivement, les spécialistes disent ça n'a toujours pas été fait. Donc on est en attente. On est en attente de ce grand trou béant d'une histoire scientifique. C'est-à-dire pour faire l'histoire naturelle de la Covid-19 ou du SARS-CoV-2, on a besoin de cet élément qui est manquant et qui est gravement manquant. Donc toujours dans le scénario de ce que nous avons vécu, c'est cette histoire de cas. Finalement, du coup, on nous a dit ah bah oui, PCR positif. Donc mais oui, c'est parce que vous êtes asymptomatique. Oh, cette histoire d'asymptomatique, elle a fait couler des langues, de l'encre, et puis là, tout d'un coup, on a enfin la réponse à cette question. C'est ce qui, quelque part, engendre la peur chez les gens. C'est ça qui engendre la peur. Parce qu'on se dit qu'on peut contaminer ses proches sans savoir qu'on est malade. Évidemment, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la rue avec les masques, etc., ça veut dire que chacun pense que potentiellement, il est contaminant. Et que l'autre est contaminant aussi, d'ailleurs. Voilà, exactement. Il peut contaminer parce qu'il est asymptomatique. Alors ça, il y a un très très beau papier dans Nature sur, alors moi j'avais jamais vu ces chiffres-là, sur 10 millions d'individus, dans l'occurrence forcément chinois, de Wuhan, et qui explique que en fait ces asymptomatiques ne sont pas porteurs du virus. Donc en fait, tout ce que nous vivons actuellement en termes de traumatisme, alors à moins que les Chinois, on m'explique qu'ils sont vraiment ethniquement tellement différents que eux, quand ils sont asymptomatiques, ils ne sont pas contagieux, ils sont pas contagieux, mais que nous aussi, ce qui est quand même un peu curieux. Enfin, vous voyez l'honnêteté intellectuelle, où est-ce que je la pousse? C'est-à-dire que j'essaye toujours de trouver des hypothèses. Mais enfin voilà, pour moi, on doit se rendre à l'évidence que cette histoire d'asymptomatique, elle ne tenait pas. Et effectivement, en fait, c'est assez simple, c'est que si je suis PCR positif, il faut quand même avoir un certain nombre de particules virales dans la salive pour être contagieux, et que logiquement, mon organisme, si j'en ai beaucoup, est en train de réagir d'une façon ou d'une autre, et donc j'ai quelques symptômes. Ça peut être une petite fièvre, ça peut être une grande fatigue, ça peut être des signes dermato, ça peut être, comme vous le savez, le cortège des signes de la Covid-19 qui étaient très, très, très divers. Alors, il y a un élément, on a parlé des tests PCR, mais il y a quelque chose qui est évoqué, notamment par le professeur Didier Raoult, c'est la question des eaux usées. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les eaux usées pour voir la situation, en fait, à un instant T, la situation épidémique à un instant T d'une zone.
Et vous m'expliquez que c'était très intéressant parce que c'était une photo beaucoup plus précoce que des tests RT-PCR massifs, par exemple. Voilà. Alors, donc, comme la RT-PCR, on l'a vu, et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que la Cour du Portugal, le 11 novembre 2020, on est quand même en Europe, a invalidé cette méthode comme étant une méthode pour permettre le diagnostic. Donc, et puis, ce papier de nature avec cette forme asymptomatique devrait invalider de fait ces RT-PCR. Ou alors, on séquence derrière. Bien sûr. Voilà. Alors heureusement, il y a un nouveau test qui se met en place, EasyCov2, dans la salive. Je n'ai pas d'action EasyCov2, mais en tout cas, depuis le début, parce qu'ils l'ont développé depuis le début, la colorimétrie à la couleur, c'était extrêmement sensible et c'était un très joli test. Donc, j'ai jamais compris pourquoi on ne le mettait pas en œuvre. Il n'était pas coûteux, facile à mettre en œuvre sur la salive. Donc, tout plein que des avantages. On aurait eu probablement beaucoup moins d'ennuis. Donc, alors, sur les eaux usées. Les eaux usées, c'est qu'en fait, il y a une chose qui est extraordinaire que la France a faite, c'est qu'elle a mis en place deux observatoires pour effectivement collecter les eaux usées et voir qu'est-ce qui traînait. La concentration virale, la concentration. Dire. Et ça s'est avéré un outil remarquable. Donc il faut faire cocorico, il faut dire que on a vraiment fait une découverte majeure qui permettait même d'anticiper le moment où les gens déclenchaient les symptômes. Et donc ça, c'est très très intéressant parce qu'évidemment, on peut se dire que si on mettait ça à la sortie de chaque EHPAD, on aurait donc les outils, sans enquiquiner les gens, d'être dans l'anticipation, de voir que qu'est-ce que ça veut dire dans les eaux usées. C'est important que les gens comprennent. Donc en fait, c'est que, pardonnez-moi, vous pissez de l'ARN du SARS-CoV-2. Et donc, ben oui, je suis désolée. Ça le mérite d'être clair. Ah ben ça le mérite d'être clair parce que ça pose aussi quand même la question, après le vaccin, qu'est-ce qui va se passer finalement. Donc ces ARN sont suffisamment stables pour qu'on puisse les retrouver dans les eaux usées et donc donnent un marqueur avant que vous soyez malade, avant que vous ayez des symptômes, enfin au tout début en fait, dès le début. Tout début de la contamination. Au tout début de la contamination. Et donc c'est pour cela que c'est un marqueur extraordinaire et qui, en termes de santé publique, doit être largement établi, validé et qu'on en tienne compte et que du coup ça définisse une politique sanitaire réelle. Pas une urgence sanitaire. Alors justement, quoi qu'on pense de cette urgence sanitaire, une chose est certaine, c'est que le vaccin, lui, est bien là. Depuis le 27 décembre en France, certaines personnes ont pu déjà se voir administrer le vaccin Pfizer. Il y aura dorénavant le Moderna qui arrive et l'AstraZeneca. Je vous arrête, vous avez vu quand est-ce qu'ils ont commencé les injections? Oui, j'ai vu, c'était mon anniversaire. C'était un quel jour du coup? 27 décembre. Oui, mais quel jour de la semaine? Un dimanche. C'est pas banal, non? C'est original. C'était pour que Morissette puisse profiter de son dimanche. C'est quand même étonnant. Hein, ça m'a quand même étonné, cette date du dimanche. Alors moi, je fêtais la Sainte Famille. Vous fêtiez votre anniversaire. C'était comme quoi, c'était vraiment pas une jolie date de choisir cette date du 27 décembre. Pardonnez-moi. Alors, en tous les cas, ça m'a interpellée parce que en fait, en Israël, c'est de la même façon. Ils sont très choqués parce qu'ils vaccinent les jours de Shabbat. Il y a quelque chose qui est éminemment pas respectueux. Hein. Donc, par rapport à la loi de bioéthique, etc., on voit qu'il y a quelque chose qui ne respecte pas, l'homme tel qu'il est. Oui, alors l'urgence prime, comme vous dites. Il fallait donc commencer le 27, le dimanche 27, et non pas le lundi 28. Ça aurait été terrible. Alors, vous avez contribué au fait et j'allais dire à la vulgarisation du terme de thérapie génique pour évoquer ces vaccins. C'était également le cas du professeur Christian Perron. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous préférez ce terme? Alors, je ne préfère pas ce terme. Eh bien, d'accord. je constate que le mot vaccin n'est pas le terme adapté à ce que nous faisons. Parce que dans la littérature d'ailleurs, c'est tout récent. Je précise qu'on va se concentrer sur le vaccin Pfizer. Hein, oui, c'est important que tout le monde comprenne bien qu'on ne parle pas de tous les vaccins. Là, on va se concentrer sur le Pfizer. Il y a une chose sur laquelle on peut parler de tous les vaccins.
C'est le principe même au-delà de l'indication qu'il y a, compte tenu des courbes que je vous ai montrées de mortalité, qu'il y aurait à vacciner les gens actuellement, et une fois qu'il y a le pic, il n'y a plus rien. Il y a quand même un problème que ces vaccins anti-coronavirus, ils ont démontré un vrai souci qu'ils déclenchent alors ils vous font certes les vaccins vous font certes produire des anticorps, mais ces anticorps, c'était le fameux interférence virale dont je vous avais un petit peu parlé en simplifiant les choses en juillet. Ces anticorps peuvent être ou des gentils anticorps qui neutralisent, ou des anticorps méchants qui veulent venir finalement faciliter l'entrée du virus. Et ce qui fait qu'on observe effectivement, après l'injection de la dose 1, une augmentation des cas de cas de coronavirus. Ça, on l'a vu dans les différents pays. On vient de le voir en Israël. 4500 cas de coronavirus post-injection de la première dose. Au point que l'Académie de médecine s'est alertée sur l'affaire. Sur la possibilité de prolonger le temps entre les deux doses, il me semble. Alors, en fait, ce qu'ils disent, ce qui est en sur le milieu, communiqué c'est de presse, le titre, c'est élargir le délai entre les 2 injections de vaccin contre la Covid-19. Oui, mais quand vous regardez la phrase du communiqué dans le détail à l'intérieur, ils expliquent un petit peu ce qu'ils craignent. Et ils l'expriment à un temps de la langue française que personnellement je n'ose jamais utiliser, c'est le futur. Mais je sais que l'Académie de médecine ne fait jamais rien au hasard. Ils avaient bien mis en évidence l'importance de la vitamine D pendant la crise d'épidémie. Donc ils tiennent vraiment bien leur rôle le lanceur d'alerte, si je puis le dire. Et ils utilisent le futur pour dire que au plan collectif, l'obtention d'une couverture vaccinale élargie mais fragilisée par un faible niveau d'immunité constituera un terrain favorable pour sélectionner l'émergence d'un ou plusieurs variants échappant à l'immunité induite par la vaccination. Alors, c'est assez clair. Enfin, pour nous, dans notre jargon, c'est très clair. Ça veut dire que la politique du gouvernement de décider de massivement injecter la première dose sans savoir, du point de vue logistique, quand est-ce qu'on va injecter la deuxième dose et sans non plus assurer un suivi en alertant les gens qu'ils sont dans un contexte de faible immunité, risque effectivement non seulement de les mettre en danger, puisqu'effectivement ils disent bien que... Ils disent qu'il faut prescrire un renforcement des mesures barrières pour ces sujets et que par ailleurs il faut éviter d'espacer les deux injections pour les plus de 50 ans. Voilà, parce qu'effectivement cette faible immunité qu'ils vont avoir les rend particulièrement vulnérables à l'infection. Et pourquoi ? Parce qu'en fait il y a ce phénomène de ADE et complété de ERD, ADE, Antibody Dependent Enhancement, ERD, Enhanced Respiratory Disease. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le fait qu'on sait que lorsqu'on vaccine anti-coronavirus, on a ce risque de empirer la maladie. Et ça, c'est une chose sur laquelle les scientifiques ont alerté en disant qu'il faut un consentement éclairé spécifique au vaccin anti-coronavirus. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème du vaccin, c'est le problème de dès qu'on va vacciner anti-coronavirus. Donc ça, c'est un aspect qui est important et qui dépasse le Pfizer. Si maintenant on revient au Pfizer, c'est ce qu'on appelle ce vaccin ARN. Non, c'était pas comme ça qu'on l'appelait. On n'appelait pas ça un vaccin ARN, on appelait ça effectivement des thérapies géniques à base d'ARN. Je travaille depuis 12 ans à cela, c'est-à-dire qu'en fait je suis d'abord une amoureuse de l'ARN, une adepte convaincue du pouvoir de l'ARN de faire énormément de choses, au point que j'ai même été associée éditeur d'une revue qui s'appelle Current Gene Therapy, c'est-à-dire thérapie génique actuelle, dédié à l'ARN. Donc, s'il y a vraiment quelqu'un qui est intéressé par soigner par l'ARN, et surtout qui n'est pas réfractaire à utiliser l'ARN. Non, sinon je ferais autre chose. Hein. Mais évidemment. Donc, non, mais ça c'est important aussi parce que c'est pas une question dogmatique. Mais bien entendu, ni sur les vaccins,
ni sur l'ARN. Au contraire, je veux dire, moi, au contraire, je suis extrêmement malheureuse de ce qui se passe parce qu'effectivement, en revanche, parce que je connais l'ARN, parce que je connais tout ce toute cette littérature, tout le potentiel, l'administrer à des individus sains me paraît effectivement de l'ordre de la folie. C'est-à-dire, vraiment, je pense que c'est inconcevable, compte tenu de la versatilité de cette molécule d'ARN, d'être capable d'interagir avec une foultitude de molécules, d'être capable d'être coupé en petits bouts qui peuvent vous faire aussi plein de choses, etc. L'utiliser sur des individus sains, c'est pour moi pure folie. D'ailleurs, il n'existe pas, voilà, on avait avancé sur des thérapies à base de VEGF en ARN, on n'a pas abouti, pas encore. Donc vous voyez que si on n'y arrive même pas encore sur les malades, alors le mettre en œuvre sur une population saine, c'est pour cela que je dis que c'est de la folie. C'est pas de la folie dans l'absolu, c'est de la folie dans le cas, dans les circonstances actuelles de dizaines d'années de développement, de connaissances qui s'accumulent. Alors ça, malheureusement, ou heureusement, ce que vous évoquez, c'est la crainte de voir des effets secondaires se produire, mais à long terme. Ouais. Parce que la grande question aujourd'hui, c'est qu'on nous parle essentiellement des effets secondaires qui arriveraient quelques heures, quelques jours ou quelques semaines après les injections, mais on peut aussi penser, ça s'est déjà produit, hein, on peut penser que ça ait des conséquences plus tard. Oui. En tout cas, pour vous revenir sur le mot thérapie génique, ça ne me semble pas exact. Pourquoi? Enfin, c'est le terme que j'ai effectivement utilisé parce que je ne trouvais pas d'autres mots. Parce qu'en fait, c'est le mot qu'on utilise chez nous. Mais la thérapie, elle s'adresse à des gens malades. Absolument. C'est ça la nuance. Donc ça n'est pas une thérapie génique à ce moment-là, et ça n'est pas non plus un vaccin parce qu'il ne répond à aucune des catégories de définition de vaccin qu'on connaît jusqu'à présent. Donc c'est une information génétique et donc en fait on est sur un mode. Alors, si vraiment, pour pas perdre les gens, on va utiliser le mot vaccin, à ce moment-là, c'est un vaccin génique expérimental. Mais il est très important de garder bien le mot génique, parce que sinon, on est en train de tromper la personne. Le but étant de vous injecter une information génétique dans votre corps. Et ça doit être clair pour les gens. C'est-à-dire que, vous savez, on a fait des tomates OGM. La tomate OGM, j'injecte une information génétique dans la tomate. Je vais donc vous injecter une information génétique. Elle n'est pas de vous, elle n'est pas humaine, elle est d'un virus. Je vous demande donc de vous mettre à produire une protéine de virus. Nous sommes dans l'expérimentation la plus totale, puisqu'effectivement, nous ne connaissons pas, comme vous le dites, tous les effets qu'il pourrait y avoir alors, à court, moyen et long terme d'une telle expérimentation. Alors, sur ce plan, justement, il y a quelque chose qui devrait nous rassurer, en tous les cas, c'est la pharmacovigilance. La pharmacovigilance que la France a mise en œuvre ? En théorie. Normalement, sont répertoriés tous les effets secondaires suite à la vaccination, comme suite d'ailleurs à l'administration d'autres médicaments, il me semble. Oui. Et bien, écoutez, cette pharmacovigilance, elle pose un vrai problème. C'est qu'en France, elle a été dessinée pour ne rapporter que les cas qui n'étaient pas précédemment listés dans ce qui pouvait advenir d'effets secondaires adverses ou d'événements adverses dans le protocole de Pfizer. Donc, autrement, pour être précis, si vous me permettez, je vais citer la phrase, c'est sur le site de la NSM, donc sur la pharmacovigilance, enquête de pharmacovigilance et comité de suivi, au paragraphe objectif et méthodologie, c'est la première phrase, l'objectif du suivi de pharmacovigilance est de détecter des effets indésirables, nouveaux et ou graves, non identifiés dans les essais cliniques. Voilà.
Donc la messe est dite, parce que je pense que quand même... Et le lien est en dessous, évidemment. Voilà, alors j'espère qu'ils ont mis du coup en place ce que je n'ai pas trouvé comme information, une dimension sur la pharmacocinétique qui n'était pas étudiée, sur la pharmacodynamique, sur les effets génotoxiques, donc toxiques sur votre génome, sur votre ADN, parce que tous ces aspects-là n'avaient pas été évalués dans le protocole. Mais ça, vous voyez, je ne sais pas. Mais globalement, quand même, on est bien d'accord que du coup, ils ont quand même restreint le champ du... Alors, ils pourront effectivement clamer haut et fort à la population française en disant notre pharmacovigilance n'a rien détecté. Oui, ben, c'est sûr, elle n'a rien détecté parce qu'elle n'a pas détecté les 2,7% qui se retrouvent parfaitement incapables de travailler et d'avoir leur activité quotidienne. 2,7%, c'est quand même beaucoup. Donc ça, c'est dans l'essai Pfizer, c'est ce qui est rapporté dans l'essai Pfizer. Alors c'est le CDC qui a rapporté sur l'effet sur le vaccin Pfizer, 2,7%, c'est-à-dire beaucoup plus qu'un risque de la Covid, de se retrouver, je cite, incapable d'effectuer des activités quotidiennes normales, incapable de travailler. Sur une population, sur une nation qui déjà va pas bien au niveau de sa capacité de production, de travail, prendre un tel risque, c'est incroyable. Alors évidemment ça, vous n'en entendrez pas parler en France, c'est la bonne nouvelle, puisqu'ils sont déjà répertoriés. Puisqu'ils sont déjà répertoriés. Donc voilà, ça... Alors il y a peut-être un petit détail qui va dans le sens de tout ce qu'on vient d'expliquer. J'ai reçu il y a quelques semaines Maître Divisio, l'avocat de Didier Raoult notamment. Il nous expliquait avoir déposé une plainte parce qu'il considérait que administrer les vaccins aux personnes âgées de plus de 75 ans étaient les considérer comme des cobayes. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Ah ben, ça c'est... Alors j'imagine que oui, parce que on est dans le décès clinique. On le retrouve même dans les rapports de l'Assemblée nationale qui vous expriment très clairement que l'efficacité du vaccin Pfizer n'a pas été évaluée dans la population des plus de 75 ans. Donc à partir de là, tout vaccin administré à un sujet plus de 75 ans, effectivement, on est dans du cobaye, ni plus ni moins, puisqu'on ne sait même pas quelle pourra être l'efficacité. Alors, des collègues vont pouvoir s'époumoner en disant « mais on imagine que, on peut inférer que ». Mais enfin, les imaginations et les estimations, ça me semble problématique, surtout sur des sociétés qui ne sont pas des enfants de cœur. Quand vous avez été condamné à 2,3 milliards d'amendes et de dommages et intérêts, sous prétexte que vous avez une communication en marketing frauduleux sur 13 médicaments, on peut quand même raisonnablement se dire que c'est important de dire que si eux, ils n'ont pas testé l'efficacité sur les plus de 75 ans, il faudrait être très très prudent et c'est tout. Mais indépendamment des plus de 75 ans, comme je vous l'ai expliqué, comme de toute façon l'essai est en cours, de toute façon les autres aussi sont des cobayes. Mais en tout cas, ils sont des cobayes avec un tout petit peu de données chiffrées. Plus de visibilité, dirons. Alors, une visibilité modérée, parce que c'est 95% qui produisent de l'anticorps, mais sans qu'on sache si c'est de l'anticorps facilitant ou neutralisant, donc sans savoir si vous allez augmenter vos chances d'avoir une forme aggravée de la maladie, donc une forme sévère. Alexandra Orion-Caude, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez le sentiment, déjà, et oui, on est déjà à plus de 50 minutes. Je pense que je vais revenir alors, parce que j'ai rien dit de tout ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez le sentiment de vous battre seul? Alors ça rejoint un peu le début de cette émission où vous disiez que vous aviez finalement une communauté scientifique foisonnante autour de vous, mais comment expliquez-vous que pas davantage de scientifiques montent au créneau? Il faut du courage pour y aller quand même. C'est-à-dire qu'en fait, alors, ils sont tous là. On est tous là, c'est-à-dire on est plus de 30 000 médecins quand même, hein, c'est pas rien. On est 100 000 citoyens, je veux dire, c'est vertigineux. Hein, on n'a jamais rassemblé. On est au niveau international avec la déclaration du Great Barrington dans des chiffres de pareil, hein, de plusieurs dizaines de milliers, ce qui n'a, sur le plan scientifique, à ma connaissance, n'a jamais été un rassemblement aussi important. En revanche, ceux qui l'ouvrent sont peu nombreux. Pourquoi? Parce qu'il y a la censure.
Je vais dire quand même, moi, mes vidéos YouTube en 2h30, elles ont été censurées. Mon compte Facebook a été supprimé. Mon post sur LinkedIn a été supprimé. Un post uniquement, bon, ça va. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que Trump qui se fait censurer. Il y a aussi une parole scientifique qui se fait censurer. Donc ça, c'est le premier aspect. La deuxième, il y a quand même une dimension de courage. C'est qu'effectivement, il faut accepter de s'en prendre plein la tête. Et alors moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord... D'ailleurs, j'aime bien ça. Oui, mais en fait, je vais vous dire, je ne fanfaronne pas et je ne fais pas là du défi. Mais j'ai la chance, et ce n'est pas le cas peut-être de tous mes collègues scientifiques, que 100% de mes travaux scientifiques, c'est-à-dire 100% de mes articles scientifiques, soient régulièrement cités, c'est-à-dire que tous mes articles ont servi à quelque chose et qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il y en ait au moins un qui soit cité, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma contribution scientifique, elle est là, elle est réelle et personne, on peut avoir des tas d'avis sur le fait que j'ai un cheveu là ou pas un cheveu là, que j'ai une fois que je trouve ça incroyable que des collègues aient osé l'ouvrir sur ma foi, alors que c'est évidemment quelque chose qui me semble personnel. Si j'avais eu besoin de faire un coming out sur le sujet, je n'avais pas besoin de mes anciens collègues. Donc vous voyez, là, il y a quand même un discrédit qui est apporté à la parole qui est proprement scandaleux. Moi, je ne les critique pas. D'abord, j'ai beaucoup d'amour et d'affection pour eux, véritablement, et je la conserve. Je trouve qu'on peut ne pas être d'accord, mais ne pas être capable de débattre, c'est-à-dire ne pas accepter la confrontation, c'est déjà une fuite. C'est que déjà vous vous sentez faible. L'autre aspect, c'est qu'on nous a collé on me colle des étiquettes. Alors c'est ce mot que je ne refuse de prononcer. Alors, ça peut être anti-vaccin, ça peut être. Mais voyez, on vous colle une étiquette pour vous neutraliser. Eh bien, ce n'est pas une façon de faire, parce que moi, je vous dis, en tout cas, au niveau scientifique, mes travaux servent et continueront à servir, j'espère, de longues années. Donc voilà, j'alerte quand même sur le problème de la loi de bioéthique qui est quand même très grave, parce que les parlementaires et voilà, les sénateurs, les parlementaires ne sont pas informés, ont ce même narratif, et donc il faut impérativement qu'ils se renseignent. J'ai eu la chance d'être auditionnée par la commission des affaires sociales du Sénat, et effectivement ils découvraient beaucoup de choses, parce qu'à force que personne ne parle et personne ne dise que, par exemple, grande découverte, et je vous fais ce dernier cadeau, qui est que lorsque vous respirez, vous avez une concentration alors c'est une étude, ça mérite d'être conforté dans la suite, mais quand même c'est suffisamment intéressant. Lorsque vous respirez et que vous avez été vacciné contre la grippe, vous rejetez 6 fois plus de particules virales dans votre respiration. Donc ceux qui disent je me vaccine pour protéger la population, je les alerte sur le communiqué de presse de l'Académie de médecine qui dit clairement que ça risque de provoquer l'émergence de nouveaux variants. Et est-ce que c'est pas ça qu'on a vu en Afrique du Sud, en Angleterre et finalement dans tous les pays qu'on vaccine, et à chaque fois on a le mot variant qui apparaît en même temps. C'est l'Académie de médecine, je me mets derrière. On pose la question en tout cas. Je pose la question, et le deuxième aspect, c'est effectivement cette étude avec ces particules sur la grippe. Mais effectivement, les mécanismes viraux sont quand même souvent comparables. Donc voilà, on a vu une crise où on a eu un déni des institutions et de leurs acquis. Le Sénat avait tout écrit dans leur rapport H1N1, avait tout analysé, tout décortiqué, ces problèmes de vaccins, de politique, de laboratoire, etc. Je ne comprends pas pourquoi on n'en a pas tenu compte. Il y a un déni d'expertise. Monsieur Raoult, l'IHU de Marseille et tous mes collègues scientifiques qui ne sont pas écoutés. Et il y a eu un déni du soin. Et ça, c'est très grave. C'est parce qu'il y a des traitements possible pour la Covid-19. Il y en a maintenant plusieurs. Avant, on n'en a parlé que d'un, hydroxychloroquine. En fait, il y a le duo macrolide-zinc, c'est-à-dire antibiotiques Zitromax, zinc,
plus ou moins hydroxychloroquine, donc duo ou trio. Il y a l'ivermectine et il y a aussi plein d'autres solutions qui ont moins pignon sur rue et qui ont fait l'objet de moins d'études. L'ivermectine, c'est quoi? C'est un antiparasitaire. En une dose, vous carchérisez l'affaire. C'est quand même très très intéressant. Non mais donc voilà, donc des solutions, des traitements, ils sont là. Hein. Donc et c'est des molécules qu'on connaît depuis vraiment bien longtemps. Il y a aussi le clofoctol, qui était un suppositoire qu'on administrait même aux enfants, mais qui a été retiré du marché. Et pourtant l'Institut Pasteur de Lille dit mais c'est extraordinaire. Donc pareil, il faut à se demander pourquoi on le met pas en œuvre. Voilà, donc des solutions, il y en a. La vaccination, je le répète, a un certain nombre de problèmes. L'ARN peut devenir ADN, l'ADN peut s'intégrer au génome. Et ça, c'est... Comment je le sais ? Comment je sais que Pfizer sait qu'il y a un risque ? C'est qu'ils ont traité les patients HIV à part. Qu'est-ce qu'ont les patients HIV ? Ils sont immunodéprimés, vous allez me dire. Oui, ils sont aussi porteurs d'un rétrovirus qui donne la reverse transcriptase. Et cette reverse transcriptase, elle est capable de transformer l'ARN en ADN et donc avoir un risque d'intégration. Donc c'est... On nous explique que c'est impossible, hein, que ce renversement... On nous explique, et alors là j'étais stupéfaite, parce que des anciens collègues de l'Institut Imagine de Necker répondent dans le même interview de France Info, ils disent voilà, c'est pas possible, mais ils parlent quand même des patients HIV, c'est-à-dire qu'ils savent que certaines personnes peuvent avoir du virus. Et alors ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est qu'on peut aussi avoir des virus qui ne sont pas des HIV, qui sont des virus silencieux, des spumavirus, et qui peuvent vous donner la reverse transcriptase. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, si vous avez le spumavirus? Je ne sais pas, parce qu'il est silencieux, il ne donne pas de symptômes. Donc on ne sait pas. Donc en fait, prodigieusement, il faut dire qu'on ne sait pas et que si jamais il y avait vraiment aucun risque de transmission à la descendance, alors pourquoi il y a des pages et des pages entières du protocole de Pfizer qui sont dédiées au fait qu'il est très très important d'être sous contraceptif ou d'avoir des rapports protégés ou même d'être passé par la vasectomie pour les hommes dans le protocole de Pfizer. C'est-à-dire que très clairement, ils expriment dans leur protocole qu'il ne faut pas être en risque de tomber enceinte ou que ce soit homme ou femme. C'est pas banal. Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer si ce n'est qu'il y a un risque de transmission aux générations suivantes ?